Avis spectateurs, alors avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que la série va parler énormément de sexualité, et donc cette vidéo comme la série sont pour un public averti. Et tant qu'on est là, je vais me permettre de taper un petit disclaimer histoire qu'on soit clair un petit peu entre vous et moi. Comme la série met en scène des personnages à la sexualité diverses et variées, homosexualité, hétérosexualité, pansexualité, transgenre, etc., etc., je tiens à être clair et net, direct. Je me fous, mais alors royalement, de ce que vous mettez dans vos frifris. Avec qui vous le faites, tant que vous restez dans la légalité, c'est pas vraiment mon problème. Je suis du genre à penser que la sexualité est une part assez importante de nous-mêmes, mais qu'elle ne nous définit pas à 100%. Si t'es un crétin, que tu sois gay, hétéro ou autre, ça change pas le fait que tu restes un crétin. Je ne juge personne, déjà parce que votre vie privée ne me regarde pas, et aussi plus important, parce que j'ai un petit peu autre chose à foutre. Bien, maintenant qu'on a perdu suffisamment de temps, je vais enfin pouvoir vous parler d'une de mes séries préférées, Sense8. Et si vous l'avez toujours pas vue, eh ben un conseil, allez la regarder, parce qu'ici, on spoil comme pas permis. Sense8 est une série sortie sur Netflix en 2015 et malheureusement terminée en 2018 pour un budget d'à peu près 214 millions de dollars. Ça fait un paquet de pognon. Créé par Lana et Lily Wachowski, le duo de génies qui nous ont offert des chefs-d'œuvre depuis devenus cultes comme la trilogie Matrix, mais aussi des pépites un peu moins connues comme Bound, Jupiter Ascending, Speed Racer qui est une tuerie absolue, mais surtout leur chef-d'œuvre Cloud Atlas que je ne peux que vous recommander les yeux fermés, et qui est probablement la base d'inspiration de Sense8. Mais elles ne sont pas seules, puisque comme pour Cloud Atlas qui était co-réalisé par Tom Tykwer, Sense8 est co-scénarisé avec Joseph Michael Straczynski. Alors je sais que jusqu'ici c'est déjà assez compliqué, mais vous en faites pas, c'est que le début. Sense8 raconte l'histoire de 8 personnes complètement différentes à travers le monde. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Nous avons donc Will, joué par Brian G. Smith, un jeune policier de Chicago cherchant à sortir de l'ombre de son flic de père. Naomi, jouée par Jamie Clayton, une hackeuse de San Francisco qui a dû fuir sa famille après son changement de sexe. Wolfgang, joué par Max Riemel, qui sera d'ailleurs dans le prochain Matrix, un criminel de Berlin voulant échapper à l'influence de sa famille mafieuse. Riley, joué par Tuppence Middleton, une DJ islandaise vivant à Londres, exilée de son pays natal après un accident. Kala, jouée par Tina Desai, une scientifique vivant à Mumbai en Inde, prisonnière d'un mariage arrangé. Leto, joué par Miguel Angel Silvestre. J'ai beaucoup trop de respect pour ce type pour lui coller un espèce d'accent espagnol ridicule, mais croyez bien que c'est très difficile pour moi de me retenir. Un acteur de film d'action très connu à Mexico qui cache son homosexualité. Sun, joué par Baedona, une des actrices fétiches des Wachowski, qui campe ici une championne d'arts martiaux clandestine et fille du PDG de Back Enterprise, vivant à Séoul, en Corée du Sud, snobé par son père qui a préféré prendre son fils pour lui succéder à la tête de l'entreprise familiale. Et nous terminons avec Caféus, joué par Alma Amin dans la saison 1, et Toby Unheimer dans la saison 2, un chauffeur de bus nommé le Jean-Claude Van Damme. Ah, ma burne! Tu m'as tiré dans la burne! Oula! paumé dans les quartiers pauvres de Nairobi au Kenya, qui cherche à joindre les deux bouts entre sa mère malade du sida et la violence des gangs omniprésentes dans son pays. Si au départ aucun d'entre eux ne se connaît et ne s'est jamais rencontré, petit à petit chacune de ces personnes se retrouve comme connectée, apparaissant comme des mirages dans la vie des uns des autres, puis échangeant doucement leurs sensations pour finalement vite partager leurs souvenirs, leurs expériences, leurs pensées, leurs talents, mais aussi leurs peines, leurs joies, leurs douleurs, jusqu'à même pouvoir communiquer entre elles alors qu'elles sont éparpillées aux quatre coins du globe. Ce qui peut donner des situations particulièrement drôles, un petit peu comme le très viril Lito se retrouve avec la sensibilité exacerbée de Sun qui est dans sa mauvaise période du mois. Je suis désolé. C'est ma faute. C'est juste que je me sens un petit peu émotif aujourd'hui. Si au départ ils sont légèrement décontenancés, ce qui est compréhensible puisqu'en même temps... En même temps, tu m'étonnes, 8 personnes qui te parlent dans ta tête, c'est pas un don, c'est un putain de TDI. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. Will va très vite faire la rencontre de Jonas, joué par Navin Andrews, que beaucoup d'entre vous connaissez pour son rôle dans Lost. Ce qui fait que pendant toute la série, le mec, j'ai pas arrêté de l'appeler Saïd, et le pire c'est que ça a été hyper compliqué quand j'en discutais avec des potes. Malgré le mandat d'arrêt dont il fait l'objet, Jonas prend le risque d'expliquer à Will que lui et les 7 autres personnes auxquelles il est connecté ne sont plus comme les autres. En effet. Ils ne sont plus des homo sapiens, mais des homo sensorium, ou sensitifs pour abréger, et qu'ils font maintenant partie du même cercle. Malheureusement pour Jonas, Will reste un flic, et son statut de terroriste ne va pas jouer en sa faveur. Il arrivera à lui passer des menottes, mais Will commencera à comprendre que Jonas dit vrai quand ce n'est pas le FBI qui l'envoie à Guantanamo, mais une entreprise privée nommée le BPO. Ah, vous aussi vous le sentez que ça pue de la gueule cette histoire. Nos 8 amis font donc partie d'une minorité à présent, portant en eux le gène d'une nouvelle espèce à part entière. Et il fait quoi l'être humain quand il se sent menacé par un truc nouveau? Il trucide tout le monde sans trop réfléchir? Ah oui. Très vite, notre petit groupe se retrouve dans une mauvaise posture, car le BPO est en réalité une organisation paramédicale dont l'objectif est de traquer et d'emprisonner les sensitifs. C'est donc le mystérieux Whispers, joué par Terrence Mann, qui se fera un point d'honneur de tous les trouver pour en faire des zombies sans âme. Pardon ?
car ce beau salopard a trouvé un moyen d'utiliser ses pouvoirs de sensitif pour implanter sa conscience à l'intérieur d'un autre sensitif privé de ses capacités cognitives. Se lance alors à travers le monde une véritable chasse à l'homme, Whisper usant de tous les moyens et manipulations nécessaires pour arriver à ses fins, tandis que nos héros vont devoir apprendre à se connaître entre eux. On se connaît? Ouais. On a couché ensemble. Se faire confiance et percer aussi bien les mystères de ce qu'impliquent leurs nouvelles conditions, mais aussi ceux du BPO. Cette série est extrêmement compliquée à analyser. En effet, les dépenses liées à un projet aussi ambitieux a poussé Netflix à ne pas renouveler la série. Résultat des courses, on se retrouve avec beaucoup de sous-intrigues et de personnages passés à la trappe pour déboucher sur une fin semi-satisfaisante. Petit exemple pas trop grave, quand Naomi cherche à contacter un hacker pouvant la faire complètement disparaître de la circulation, depuis son profil Facebook jusqu'à carrément son acte de naissance. Le gars... C'est pas mon gars, c'est le gars. Demande à Nomi un service en paiement pour plus tard. Malheureusement, le dit plus tard se perdra dans les méandres des pertes et profits. Mais ça va encore. Ça devient bien plus problématique quand on parle d'enjeux ultra centraux, comme quand Caféus, poussé par l'esprit de Jean-Claude Van Damme. Ma deuxième couille! se lance en politique et que, pendant un meeting, une émeute éclate et qu'un chef de gang en profite pour le faire chanter. Ou encore le PDG du BPO qui s'est vu balancer à l'arrache en fin de saison 2 et finit développé avec une truelle. Parlons vite fait de la révélation de sa véritable identité, qui n'a d'intérêt que si nous, spectateurs, connaissons déjà le personnage. Et donc nous surprend par une révélation à laquelle on ne s'attendait pas. Là, c'est un mec random qu'on a vu dans 2-3 flashbacks, et qui en plus a la tronche aussi ravagée qu'un chewing-gum qu'on aurait passé au micro-ondes. Comment tu veux même pouvoir reconnaître l'acteur dans ces conditions? Si Jonas avait été depuis le début le président du BPO, même s'il est stupide, ça nous aurait tous fait un putain de choc de voir un personnage dans lequel on avait confiance être en réalité le fumier en chef des fumiers. Un petit truc tout con qui aurait permis d'éviter la connerie. Alors c'est bête ce que je veux dire, mais c'était de faire jouer le PDG du BPO par Keanu Reeves. Bah oui. Voir un acteur aussi souvent dépeint de manière positive, surtout chez les Wachowski, je rappelle quand même que le mec a joué Neo dans Matrix, ça aurait permis de justifier une mort extrêmement rapide, d'embrasser la connerie et que le spectateur se concentre beaucoup plus sur la vanne de son apparition plutôt que sur l'erreur en elle-même. Ce qui fait que résultat des courses, on aurait eu une bonne vieille diversion à l'ancienne. Mais il faut bien que vous compreniez qu'à ce niveau-là, tous les défauts que je viens de citer ne sont pas de la faute des Wachowski, mais bien de celle de Netflix qui a complètement chié dans la colle. Et à la base, le projet devait s'étendre sur 5 années de production, les Wachowski ayant prévu au moins 5 saisons. Finalement non renouvelées à la fin de la seconde, elles ont dû rush la fin pour leurs fans qui ont carrément claqué des pétitions pour relancer la série, ce qui se soldera par un gros épisode de plus d'1 heure concluant l'intrigue. J'imagine à peine le truc de barge qu'on aurait eu si Netflix avait donné la véritable fin. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille, donc je vais devoir analyser cette œuvre pour son produit fini, et non pour ce qu'elle aurait pu être comme toujours. Ce qui fait que là maintenant, on va enfin pouvoir parler du méchant iceberg qui fait chavirer le navire. Malgré un message parfait sur la tolérance, je ne peux m'empêcher de trouver la série un peu manichéenne. Je m'explique. Sans forcément parler de la vision très biaisée de Jonas, qui a dû fuir la répression des humains une bonne partie de sa vie et qui est assez unilatéral dans sa façon de penser, à chaque fois qu'on demande une explication à Whispers et au BPO sur pourquoi sont-ils si méchants... Bon, être méchant, c'est bien trop marrant! Ouais, enfin, je veux bien, mais bon, à un moment, ça commence à faire chier quand la seule réponse qu'on ait est... Et alors, à ce niveau-là, va vraiment falloir que vous vous posiez 30 secondes, parce que c'est un concept philosophique extrêmement compliqué à comprendre. Même moi, je suis pas sûr d'avoir réussi à prendre la mesure de toutes les subtilités, tellement c'est un délire métaphysique et philosophique complètement dingue et ouf. Alors, surtout, ne vous en voulez pas de ne pas comprendre, parce que comme je vous le dis, moi je suis pas sûr. Donc en gros, la réponse à la question « Pourquoi est-ce que le BPO en veut autant aux sensitifs ?» c'est la peur. Attends, c'est tout? Exactement, mais genre y'a que ça en fait. Ce qui fait que quand la série nous dit « Vous êtes différent, l'être humain a peur de vous et donc il veut vous buter », y a pas de souci, y a qu'à ouvrir un bouquin d'histoire pour comprendre que c'est vrai le délire, mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est surtout les sociétés et leur fantasme d'uniformisation au détriment de l'individu qui veulent ça, pas forcément l'humain dans sa globalité. Et le pire, c'est que pendant toute la série, on nous explique bien que c'est une minorité de personnes, dont les fondations ont été créées dans un but humanitaire, avec des dissensions au sein même de leur organisation et des moyens considérables, qui persécutent les sensitifs par peur. Ce qui fait que ce retournage de veste violent qui arrive en fin de saison 2 est encore plus difficile à digérer. Résultat, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est terriblement vide. Comprenez bien une chose, c'est suffisant pour n'importe quelle série bas de gamme et sans budget qu'on regarde une main dans le slip. Mais pas pour les Wachowski. Chacune de leurs œuvres ont toujours un fond réfléchi et pertinent. Faut bien comprendre que je trouve ça vachement décevant, surtout quand on la compare à ce qu'elles ont fait auparavant. Si elles étaient parties sur leur thème de prédilection, la peur des autres et le contrôle comme dans la trilogie Matrix,
Mais aussi dans Bond, Jupiter Ascending, Speed Racer, Cloud Atlas, bref, toute leur putain de filmographie quoi, on aurait eu, comme toujours avec elle, une œuvre exceptionnelle et en avance sur son temps. Mais là le truc c'est que la peur est présente, y a pas de souci là-dessus, mais le contrôle par contre il est légèrement aux abonnés absents, surtout en ce qui concerne le BPO. Et c'est à mon sens une composante essentielle que Sense8 aurait dû avoir pour que son thème fonctionne. Ils ont beau parler du contrôle, quand Jonas te dit que malgré leurs efforts, le BPO n'arrive pas à contenir le nombre croissant de sensitifs, et qu'en plus ils peuvent se contacter entre eux pour obtenir toute information dont ils ont besoin à travers le monde sans que personne ne puisse retracer le truc façon Darknet du cerveau, niveau on contrôle la situation, c'est aussi crédible qu'une autruche cherchant à voler. Ça se casse royalement la gueule. Parler d'analyse sanguine sur des nouveau-nés pour isoler le gène des sensitifs, de puces de localisation sous la peau comme pour les animaux domestiques, de stérilisation forcée de toute personne pouvant de près ou de loin engendrer un cercle de sensitifs. Et vous réglez votre petit problème de contrôle les doigts dans le nez. Et je n'ai fait que citer les exemples les plus connus des univers dystopiques fascistes dont les Wachowski se sont déjà servis pour leurs autres œuvres. Donc la question que je me pose c'est... manque de temps et de budget ou hors sujet complet. Tant qu'on parle du BPO, faudrait qu'on m'explique un truc. Ok, c'est des sapiens. Ok, c'est des connards. Mais... ben c'est tout. Dans le dernier épisode, on comprend que le PDG du BPO est surtout motivé par la vengeance. Oh ben ça c'est une surprise! Oh c'est incroyable! Je crois bien que je vais crever d'une crise cardiaque tellement c'est surprenant! Mais je me dis que ça aurait été incroyablement pertinent de baser son racisme envers les sensitifs dans une peur justifiée du changement et de ce que ça pourrait impliquer pour un patron de multinationale. Dans un monde où l'échelle des puissances est scrupuleusement respectée, les riches et puissants restent sommés parce qu'ils écrasent les pauvres et les faibles. Il y a une loi, une seule, qui rassemble tous les hommes. Un seul principe directeur qui scelle les rapports entre toutes les créatures de Dieu. Le faible est la viande dont le fort se nourrit. La série réussissant parfaitement à démontrer ça avec le personnage de Caféus et les magouilles pharmaceutiques de Rajan, le mari de Kala, voir des personnes dont les capacités et l'existence même remet en question le statu quo pousserait n'importe quel puissant à vouloir contrôler, ou si c'est impossible, éradiquer cette menace par peur de perdre ses acquis. Vous comprenez mieux pourquoi je dis manichéen ? Le message de fin c'est gentil sensitif, méchant sapiens, alors que la moitié du groupe est soit en couple, soit amis, soit soutenu par des sapiens. Ce qui fait que le subtil message qu'elles avaient réussi à mettre en saison 1 et 2 me fait carrément moins frétiller du gland là tout d'un coup. Prenons le cas de Whispers. Et j'ai regardé 3 fois la série pour être sûr de ce que je vais dire, mais ce mec est une ordure car il veut devenir immortel. Genre en transférant sa conscience dans un autre corps lobotomisé et continuer le délire indéfiniment. Le procédé est très cool, mais la motivation, ben c'est incroyablement bidon. L'idée de base semble greffée à l'arrache, surtout quand on nous explique qu'il est lui-même insensitif et qu'il a massacré son propre cercle. Ressentons donc par effet de connexion toutes les horreurs qu'il leur a fait subir. Le mec s'est limite mutilé pour un résultat incertain, ce qui ne fonctionne pas avec sa personnalité de scientifique pragmatique. On finit juste par se taper un Dr Maboul sous Prozac. Ce qui rend donc ses motivations bien moins intéressantes vu le panel de raisons possibles à pourquoi un membre d'une communauté persécutée travaillerait pour l'ennemi. A contrario, on a le personnage de Lila, interprété par Valeria Bilello, une immonde garce manipulatrice, sensitive elle aussi, mais elle joue sur les deux tableaux pour aider les sensitifs, ou du moins ceux de son cercle, le genre de personne pour qui la fin justifie les moyens, et dont les motivations, créer un pays réservé aux sensitifs et sous sa domination, est clairement définie en milieu de saison 2. Mais pour Whispers, qu'est-ce que c'est pauvre, tellement c'est balancé à la dernière minute. En même temps, cette révélation arrive dans l'épisode final et donc placée là pour conclure vite fait bien fait. Pour développer mon propos, je vais devoir faire un détour par le jeu vidéo et vous parler de cette merveilleuse trilogie qu'est Infamous. Non, je ne manque pas du tout d'objectivité. Dans le 3e opus, Infamous Second Son, on suit les aventures de Delsin Rove, joué par Donald Renew, qui possède un gène faisant de lui un porteur, un être capable d'activer certaines capacités surhumaines et littéralement d'avoir des super pouvoirs. Problème, les porteurs sont considérés depuis les événements du second opus comme des bioterroristes. En fin de jeu, on apprendra que la grande méchante, Augustine, chef du GRU, elle-même une porteur, traque et emprisonne ses semblables comme un braque allemand à qui on aurait pincé les burnes. Mais c'est pas juste parce qu'elle est une vraie connasse, en réalité, elle enferme les porteurs, qui sont minoritaires, pour les protéger de la colère des humains, qui sont majoritaires. Le problème, c'est que dans Second Son, les porteurs sont connus de tous et leur potentiel de destruction est réel, ainsi que la peur des humains suite à une catastrophe provoquée par un porteur incroyablement puissant ayant causé des milliers de morts. Là, le BPO est en guerre. Nous sommes en guerre. Mais il n'y a aucune raison légitime à cette guerre, sauf si on regarde leurs capacités sous l'angle de l'espionnage et de la géopolitique. Alors là oui, ils sont super dangereux. Et c'est une chose à peine effleurée par le boss de Whispers, Chrome, joué par Clive Bois dans son entretien avec Will. Mais comme le BPO n'est pas une agence gouvernementale, que personne ne connaît leur existence, et que cette question pour le moins essentielle n'est soulevée qu'une fois en 2 saisons, ben ça fonctionne pas. Bon, à ce niveau-là de la vidéo, je pense que vous l'avez compris vu le nombre de fois où je l'ai répété, oui, les défauts que je viens de citer sont de la faute de Netflix qui s'est fait un plaisir de niquer la série pour pouvoir économiser un peu de thunes.
Ce qui est ironique, c'est qu'avec un certain confinement, ils ont maintenant tellement de pognon qu'ils savent plus trop quoi en foutre. Mais bon, comme tout le monde peut se tromper, d'autres défauts sont quand même imputables aux Wachowski. Déjà, le générique est tout simplement insipide et Dieu merci si vous le regardez directement sur la plateforme, vous pouvez le skip. Sans déconner, on dirait une putain de vidéo de vacances. Et alors j'avoue, ce sont des très jolis plans d'un peu partout dans le monde. Mais ça ne reste que ça, de très jolis plans qu'on pourrait trouver dans une banque d'images toute bête. Faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, un générique est hyper important, puisqu'il fait autant partie de l'identité d'une série que le reste. Et plus il est esthétiquement original, comme celui de Game of Thrones, ou qu'il évolue au fur et à mesure que la série vieillit, comme pour celui de Walking Dead, pour ne citer que les plus connus, et plus il aide à ancrer une œuvre dans le temps et dans les esprits. Ensuite, et c'est logique vu l'expérience qu'ont les Wachowski sur le cinéma d'action, mais il y a un paquet de morts, le plus souvent de la main de Will le flic, de Wolfgang le criminel, ou de Sun la tornade en petite culotte. Alors en fin de saison 1, j'ai pas trop compris pourquoi, quand Whisper se dit à Will qu'il a pas les tripes de le tuer, parce que sauver les gens c'est son boulot et dans son ADN, le mec laisse tranquillou bilou sa place à Wolfgang pour qu'il se salisse les mains à sa place. Excepté pour montrer que tout le monde a eu son rôle à jouer dans la survie du groupe, bah c'est légèrement con, et avoir montré un Will blessant ses ennemis pour sauver le groupe plus que de les refroidir froidement aurait réglé la question. Et pour finir, l'épisode final manque cruellement de budget malgré des décors magnifiques. On sent tellement que l'équipe a dû se restreindre à filmer efficacement par faute de thunes et c'est hyper frustrant. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette série si elle a autant de points négatifs ? Eh bien parce que Sense8 a probablement le message le plus complet sur la tolérance, l'ouverture aux autres et l'acceptation de la différence. Je disais pas ça pour la figure de style, quand je disais tout simplement que les Wachowski ont toujours été en avance sur leur temps. Ça se voit dans cette série. Toute la thématique est l'unité, un message profondément positif qui est de dire que nos différences ne sont que des murs invisibles qui nous séparent les uns des autres. Sans déconner, il y a au moins 18 discours de fous furieux qui rivalisent tranquilles avec les monologues de Peter Capaldi dans Doctor Who, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Les personnages ne sont que 8 contre le reste du monde, chacun apportant son utilité au groupe, de par ses compétences ou sa vision du monde, et ils ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils sont ensemble. La preuve, quand Wolfgang se la joue solo pour la première fois et qu'il fonce droit dans un piège, si les autres membres du groupe n'étaient pas là pour l'aider, il aurait tapé un tréplat dans un caniveau de Berlin. C'est juste dommage que les méchants ne soient pas à la hauteur du propos, car ils sont tout autant là pour servir ce message que les personnages principaux. Et tant qu'on parle d'eux, voici le plus gros point fort de la série. Les personnages sont juste incroyables. Ils sont à la fois touchants, inspirants, tragiques, mais aussi drôles, bourrés de défauts et tellement humains. Chacun d'entre eux est attachant et a un développement qui devrait être une leçon pour beaucoup d'autres séries. Alors, honneur aux dames, on va commencer avec Mademoiselle Riley Blue Gunnarsdottir. Oula, ça je le prononcerai pas 2 fois moi à sa place. Fille d'un musicien connu en Islande, elle a fui son pays pour Londres, persuadée qu'elle est responsable de la mort de ses proches dans un accident de voiture. J'avoue avoir versé une larme sur l'histoire de cette petite Islandaise qui, après avoir vécu le pire week-end du monde, s'est complètement nouée dans la tristesse et la drogue pour oublier quelques minutes que sa vie est un pur cauchemar. Et c'est pas du tout une métaphore, si tu crois que ta vie c'est de la merde comparément à elle, t'es un gamin de 6 ans qui fait un caprice, alors poupouille mon gars. Si elle est assez en retrait dans la saison 1, elle prend toute son importance en saison 2, réussissant à convaincre d'autres sensitifs, Monsieur Sylvester McCoy, le 7ème docteur en tête, à leur apporter leur soutien pour mettre une pile au BPO. Enchaînons avec le fougueux Lito Rodriguez, probablement un de mes petits chouchous. Il est incroyablement fort, sans déconner, chacune de ses interventions est soit à pisser de rire, soit absolument touchante. Dès sa première apparition, il est glorifié comme le mâle alpha, le genre de mec musclé qui fait craquer toutes les filles d'un regard et qui pourtant reste inaccessible car fidèle. Véritable représentation du mec trop parfait, une superstar à qui tout réussit, jusqu'au moment où on comprend que toute sa vie publique n'est qu'une façade qui cache en réalité un homme lâche, terrorisé par la peur d'être découvert et de perdre tout ce pourquoi il a taffé, allant jusqu'à laisser souffrir une autre personne pour protéger son secret. C'est uniquement après avoir avancé, affronté ses démons, littéralement, et soutenu par les autres membres de son cercle qu'il finira par s'assumer pleinement et enfin être heureux. Et tant qu'on est sur les personnages qui me parlent, parlons de l'optimiste du groupe. Cafeus Onyango possède une bonne humeur contagieuse, le genre de type que la vie n'a pas épargné et qui pourtant reste positif en toute situation. Né d'un père dont les idées politiques lui ont offert un joli cercueil et d'une mère malade, il conduit un bus aux couleurs de l'homme qui grand écart sur les bus. Conquis par le message du Belge le plus aware de la galaxie et profondément altruiste, malgré le fait qu'il ne soit qu'un homme de peu, ne sachant que conduire des véhicules, il est tout autant un atout pour le groupe que Sun ou Will, puisqu'il est toujours l'homme qui tombe à pic. Pour la petite histoire, il faut savoir que Alma Amin, l'interprète du personnage dans la première saison, a décidé de quitter le navire au début du tournage de la seconde. Vous comprendrez pourquoi après, mais personnellement, je préfère la performance de Toby Unwumer en saison 2. Quand on regarde la série en VF, le changement n'est pas si violent, puisque Namakan Kone, le comédien qui lui prête sa voix, a été gardé sur les 2 acteurs, donc niveau transition, c'est doux comme une larme de miel. La série en joue dans le premier épisode de la saison 2, histoire de mettre direct le pied dans le plat et d'être tranquille, se permettant même d'en rire. Et surtout, Alma Amin fait jeune.
Mais genre limite fin d'adolescence, début de vie d'adulte, alors que tous les membres du cercle ont le même âge. Il a carrément joué dans la saga du labyrinthe. Vous savez, cette saga de films où les ados sont joués par des mecs de 30 balais ressemblant à des poupons. Ce qui fait qu'arrivé en saison 2, où le personnage est devenu un symbole de lutte contre la corruption et la violence des gangs, parce qu'il est le seul à avoir eu les couilles de se lever contre le gang des super puissants. Oh la vache, on dirait tellement le nom d'un groupe de rap créé par des gamins de 4ème. Qu'il va être poussé en politique et que son interprète change, correspondant vraiment à l'idée derrière le personnage. Alm Amin, c'est le chauffeur de bus idéaliste qui aime ses amis et sa maman. Toby Unwemer, c'est l'adulte conscient des réalités de la vie qui finit par assumer ses responsabilités et cherche à changer les choses. En plus, il tape le meilleur métaphore sur la politique de l'univers. Je suis qui pour répondre à ce genre de questions? Je conduis un bus. Si je conduis pas les gens là où ils me l'ont demandé, je vais pas m'attendre à ce qu'ils remontent dans mon bus. Nous demandons à nos leaders de nous conduire là où nous voulons aller. D'après moi, le problème se pose quand ils le font pas. Même quand les choses s'améliorent pas, les leaders s'attendent toujours à ce qu'on remonte dans leur bus. Et je crois que c'est là que les leaders se transforment en autre chose. En quoi? En hommes politiques. Bref, assez parlé des criminels en col blanc, maintenant parlons du criminel à la veste de cuir. Wolfgang Bogdanov et son détachement beaucoup trop cool est le bad boy du groupe. Né en Allemagne après la chute du mur, dans une famille mafieuse et complètement toxique, il est poussé depuis tout petit dans un monde de crime et de violence, alors que lui ne rêve que de devenir chanteur. Il finira très vite par se refermer sur lui-même, ne faisant confiance qu'à une seule personne, son pote Félix, joué par Max Moff, qu'il connaît depuis l'école primaire et qu'il a toujours soutenu contre sa famille de malades mentaux finis à la Heineken. La Heineken, c'est pas allemand, ça vient des Pays-Bas, gros naze. Si tu savais à quel point j'en ai rien à foutre. Personnellement, je vois Wolfgang comme le grand frère du groupe, le genre loupard au grand cœur qui t'éclate les dents si jamais tu touches à un seul cheveu de ses frères et sœurs. C'est lui qui sauve Lito de Joachim et n'hésite pas à se jeter tête première dans la gueule du loup pour protéger son cercle. Une fois qu'il s'est débarrassé de sa famille, c'est à lui, en tant que fils aîné des Bogdanov, de reprendre l'affaire familiale, le royaume de son oncle. Et surtout, il y a cette scène où il se pose dans un zoo où il allait souvent enfant avec sa mère et qu'il regarde une lionne en cage. Ça en dit beaucoup sur Wolfie, la métaphore du tigre en cage, la bête en lui prête à se déchaîner, alors qu'il est parfaitement calme en toutes circonstances, tout en sachant faire preuve d'une extrême violence en cas de problème. Mais aussi par rapport au fait que les lionnes protègent toujours leurs petits, comme un grand frère protégeant sa fratrie. Tu veux qu'on remette ça? Pédale. Que si t'as envie de te faire botter le cul par une pédale. Encore. Et pour le coup, j'ai vu beaucoup de personnes avancer l'idée comme quoi Wolfgang serait le côté masculinité toxique du groupe. Et autant dire que je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, un personnage blanc et hétéro dans une fiction n'est pas forcément touché par ce mal profond et incurable de cette génération de chômeurs élevés à Twitter qu'est la masculinité toxique. Faudrait voir à se calmer là-dessus, parce que ça devient assez lourd et à force, ne pas faire une distinction entre un connard misogyne, le genre de con persuadé que la place de la femme, et un mec violent parce qu'évoluant dans un monde de brutes, risque de finir par coller une étiquette à tous les personnages un peu badass qui ont été créés ou seront créés à l'avenir. Dans le cas de Wolfgang, il est bisexuel, donc ça nique légèrement votre analyse, et plus important, il n'aime pas la violence. Il a juste pas le choix, pris entre sa famille de tarés, la mafia et leur lutte de pouvoir, ainsi que le BPO qui menace son cercle. Vous avez remarqué qu'à aucun moment, sauf celui-là, il ne provoque jamais un conflit ou ne massacre un connard par pure gratuité. Il ne fait que répondre aux agressions qu'avec ce qu'il connaît depuis qu'il est enfant, contre des gens qui ne comprennent que ce langage. Et si c'est sa relation avec Kala le problème, ben perso, je le trouve très correct. La gêne vient principalement du côté traditionnaliste de Kala et leurs différences culturelles. Parce que des exemples de « moi homme fort et viril alors ferme ta gueule de faible femme », j'en ai à la pelle et c'est pas du tout le même délire. Les femmes sont surtout douées pour se taire et cuisiner. Pour tout le reste, il y a nous, car nous les hommes, on est forts en tout. Tant qu'on la tient, enchaînons sur elle justement. La très timide Kala Dandekar, ou Kala Razal, une pharmacienne travaillant dans la compagnie de Rajan, son mari, joué par Purad Kohli, est née dans une famille aimante dont le père est cuisinier. Elle est croyante, pratiquante, et croyez-moi, ça aura sa petite importance. C'est la chimiste du groupe, mais aussi son côté spirituel. Son problème, c'est qu'elle est engagée dans un mariage avec littéralement le gendre idéal. Beau, riche, attentionné, compréhensif, à l'écoute, patient, bref, un connard que nous, pauvres mecs imparfaits, on pourrait pas s'empêcher de détester parce qu'il nous rappelle en permanence à quel point on est quand même de sacrées tâches. Et toute cette perfection est assez problématique pour Kala, puisque, comble de l'ironie, elle n'a aucun sentiment pour lui. Ah, dans ta gueule, monsieur Perfection. Mais si elle en parle à ses parents, dont étrangement le père est ultra compréhensif, ce qui est très rare dans les histoires de mariage arrangés, sa mère, ses sœurs, ses amis, bref, l'intégralité de la population indienne la pousse au cul pour qu'elle l'épouse, considérant que le summum du bonheur est de se marier et de pondre des gosses. Et là, on entre dans une idée hyper intéressante, le poids des traditions et les attentes des
des autres. Pendant une bonne partie de la saison 1, les seuls mots qu'elle a à la bouche, c'est « je ne veux décevoir personne ». Ni sa famille qui lui dit que l'épouser est la meilleure chose à faire, ni son horrible beau-père, le genre de gars qui a littéralement la gueule du salopard qui va te piquer tes doigts si jamais tu lui serres la main, qui cherche à contrôler de A à Z le mariage de son fils, allant jusqu'à demander à Kala de rompre avec lui, plus par besoin de contrôler la vie de son fils que parce qu'il a grillé que Kala ne l'aimait pas, et même pas son prétendant quand il lui met lui aussi la pression, surtout quand la question des relations sexuelles arrive sur la table. Oh, je plains le petit puceau qui va lui mettre la pression pour coucher. Non. Je crois que je me la suis cassée, je crois qu'elle est cassée. Et vous n'avez aucune idée du bordel qu'est la sexualité en Inde. Pour vous dire, la pornographie est carrément illégale là-bas. Elle pourrait royalement l'envoyer chier, continuer sa vie peinarde de chercheuse bien payée dans son labo et progresser en sa carrière, mais elle est juste terrorisée à l'idée de tous les décevoir. Il faudra donc l'arrivée d'une bite... Non, je me fous pas de votre gueule, il y a Wolfgang qui arrive en plein milieu du mariage, nu comme un verre parce que le gars sortait de la piscine. Pour entamer une véritable relation fusionnelle avec quelqu'un, mais surtout, après avoir appris à connaître ce démon à la longue trompe, rencontrer enfin quelqu'un qui lui donne une bonne raison d'épouser Rajan. Genre se mettre avec un mec gentil qui va pas coller 5 balles dans la tronche de son oncle parce que c'est une belle ordure. Ce qui est un très bon argument. Mais une fois sortie de tout ce merdier, c'est une femme forte et déterminée, surtout quand le groupe a besoin d'elle. Je compte plus le nombre de fois où elle a sauvé la vie de Will ou de Riley. Et au final, elle finira par littéralement épouser les deux, trouvant son équilibre entre le gentil un peu gauche mais amoureux, et le bad boy sûr de lui mais red dingue d'elle. Et parlons maintenant de Sun qui... Are you in love? I am in love. Are you in love? I'm in love too. I agree. Sun Bak, fille du géant des affaires de Bak Industries, est probablement mon personnage préféré. Et c'est pas du tout parce qu'elle est canon à en crever, non. C'est parce que cette meuf... c'est un putain de samouraï. Un samouraï de Corée pour le coup. Mais un samouraï quand même. De base, j'aime beaucoup l'actrice qui m'avait soufflé dans Cloud Atlas. Mais là, c'est un autre niveau. Sun est une fille dans un monde d'hommes, incroyablement douée en arts martiaux, mais aussi avec le sens des affaires. Elle cherche désespérément à obtenir l'approbation de son père qui, à la mort de sa femme, a pourri gâté son fils, Jong-ki, joué par Lee Ki-chan, qui se sent plus pissé puisque fatalement choisi pour être son héritier. Traitée comme une moins que rien, elle se défoule sur des connards le week-end histoire de passer sa frustration. Stress, dépression, problèmes d'amour filial, les matchs de MMA clandestin et tous vos problèmes s'envolent. Comme mes dents! Mais quand elle découvre que Jong-ki a joué avec les comptes de l'entreprise pour son profit personnel, les rapports de force s'inversent. Elle qui pensait enfin prendre la place qui lui revient de droit, aux côtés de son père, elle tombe de haut quand la seule solution qu'il lui propose est de se faire condamner à la place de son trou du cul de fils. Alors toi, quand tu joues au compte, il va vraiment pas à moitié. Elle finit par accepter, à contre-cœur, pour protéger l'œuvre de son père. Mais quand celui-ci, pris de remords, revient pour la faire sortir de prison, et qu'elle a enfin la possibilité de lui prouver qu'elle est l'enfant prodige, son frère le fait assassiner et fait passer ça pour un suicide. Et la nouvelle est pas super bien passée. Je vais te violer! Je vais te tuer! Et je vais t'exploser la tête comme ça! Elle comprendra vite l'entourloupe, et une fois évadée, elle ne cherchera plus qu'une chose, venger la mort de son père. J'adore Sun. C'est le seul personnage aussi fort que fragile et d'une détermination à toute épreuve. Son personnage est classique, dans son approche, une énième histoire de daddy issues, mais connaissant la place de la femme dans la société coréenne, bah ça fait terriblement mouche. Écoutez, je suis venu conclure un contrat. Les femmes ne concluent pas de contrat. Elles ouvrent les jambes. Résultat, c'est une femme qui s'est elle-même privée de sa vie par la faute de son sexe de naissance, condamnée à vivre une vie d'homme, de combattante à businesswoman, car son père voulait un garçon. Par exemple, une fois qu'elle est en prison, et déconnectée de cette relation malsaine qu'elle s'est elle-même imposée, elle trouve enfin son équilibre. Elle noue de bonnes relations avec ses codétenus, sauf certaines, elle apprendra à peindre, à coudre, bref, à se concentrer sur des activités qu'on pourrait qualifier de féminines. Et pour cause, elle qui a toujours cherché à être un bon fils, n'a jamais vraiment eu l'occasion d'explorer cette facette de sa personnalité. Elle arrive donc à évoluer, se retrouvant très loin du monde des hommes, entourée par des femmes qui ont souffert à cause d'eux. Elle apprendra autant des autres, son cercle et ses codétenus, qu'elle leur apportera, par sa force, mais aussi ses conseils le plus souvent avisés. Et maintenant, on va parler de la méchante catharsis, car pour bien comprendre le personnage suivant, il va aussi falloir parler de la personne dont elle fait écho. Nomi Marks, putain avec un nom pareil ça annonce la couleur, est née dans une famille riche sous le nom de Michael Marks et ne s'est jamais sentie à l'aise avec son sexe de naissance. Mais ce avec quoi elle est à l'aise, c'est les ordinateurs et le hacking. Après son changement de sexe et être devenue Nomi, sa mère et son père l'ont rejetée, la poussant à vivre dans la clandestinité, poursuivant une vie secrète d'activiste du web la nuit et employée en cybersécurité le jour. Toujours très proche de sa sœur cependant, elle tombera amoureuse d'Amanita, jouée par Frima Heigemann, bien connue des fans de Doctor Who. Si elle fait partie des premiers à découvrir le cercle, son parcours sera extrêmement compliqué
compliqué. Après un accident bénin, elle sera rapidement trouvée par le BPO qui lui montre un bobard gros comme mon poing pour la lobotomiser. Et malheureusement pour elle, Amanita, son seul soutien, ne sera pas autorisé à venir l'aider, et pour cause, sa mère va tout faire pour l'éloigner d'elle, trop contente qu'on puisse enfin soigner son fils. Je sais pas trop si le verbe soigner est vraiment de rigueur dans cette situation, mais d'un autre côté, quand t'es qu'une connasse de bourgeoise plus intéressée par les quand dira-t-on que par le bonheur de ta gosse, ouais, j'ai envie de te dire, coller une scie sauteuse dans le crâne de ton propre enfant est probablement ta définition du verbe soigner. Heureusement pour elle, Will, le mâle cisgenre blanc hétérotoxique, l'aidera à s'évader. Et quand t'es dans son cas, tu lui dis pas d'aller crever parce que c'est un sale facho de flic. Tu dis « Merci, monsieur le policier, d'empêcher une bande de connards de transformer mon cerveau en passoire. » Après ça, elle sera direct considérée comme une fugitive extrêmement dangereuse, mais va tout mettre en œuvre pour démanteler le BPO, soutenue par son cercle et très proche de Lito avec qui elle partage un lien assez particulier. Elle est donc le cerveau technique du groupe, mais pas seulement ça. Naomi est bien évidemment la personne persécutée par les autres à cause de sa différence, martyrisée par ses camarades de sport enfants, parfois même insultée par sa propre communauté, incomprise par ses parents qui l'ont rejetée, principalement sa mère qui ne cesse de l'appeler par son nom de garçon, ne voulant pas l'accepter sa fille comme elle est, lui rappelant constamment qu'elle n'est qu'une source de déception pour elle, laissant presque un docteur Maboul lui trépaner les boyaux de la tête, non pas dans l'espoir de soigner sa fille d'une maladie imaginaire, mais juste pour décider de sa vie à sa place. Mais le truc qui me terrifie le plus avec ce personnage, c'est que j'ai toujours pas compris si elle est persuadée qu'une fois que l'opération aura eu lieu, Naomi va redevenir son fils. Ou alors, si pire encore, elle le sait que toute cette histoire de maladie du cerveau, c'est une connerie grosse comme mon poing, et qu'elle préfère encore avoir un légume docile plutôt que d'avoir une fille. Dans tous les cas, fais-toi soigner, meuf. Parce que c'est toi qui as un putain de problème. Et c'est là que je commence enfin à voir l'idée de contrôle que les Wachowski voulaient probablement disséminer par-ci par-là au fil de l'œuvre. Parce que ce qui casse réellement les ovaires de Madame Marx, c'est uniquement de ne pas pouvoir contrôler sa fille. Cependant, malgré le fait que son père tenait un discours assez acerbe envers elle, principalement vis-à-vis de son caractère et non pas de son changement de sexe, il sera le premier à prendre sa défense face à ce gros con d'agent Bendix qui s'imagine pouvoir faire avancer sa carrière en coffrant Naomi et ne lâchera pas notre petit couple de toute la saison 2. Mais le personnage n'est pas là que pour montrer une image positive des personnes transgenres. Elle est aussi là pour permettre à l'artiste de s'exprimer à travers elle, de son vécu, mais aussi de ce qu'elle ressent. Naomi est probablement le personnage le plus personnel pour Lana Wachowski, sans compter l'énorme référence qu'est son nom, une transcription phonétique de l'anglais Nomi, qui peut être traduit par « je me connais » ou « me connaître », qui fait écho à la célèbre phrase de l'oracle dans Matrix « connais-toi toi-même », expliquant par là qu'elle sait déjà qui elle est et que son parcours pour devenir adulte est déjà terminé. Elle partage avec sa créatrice le fait d'avoir changé de sexe, ainsi que les problèmes que cela apporte. Et le parallèle est assez flagrant quand on sait que sa sœur Lily a toujours défendu Lana contre vents et marées au cours de leur vie, un peu comme le personnage de Tegan, la sœur de Naomi, jouée par Annie Munch. Mais ce parallèle peut aussi être fait par rapport au personnage de Lito. Forcé de dévoiler son homosexualité à cause de revenge porn, cette pratique qui consiste à balancer des photos, vidéos ou informations privées d'une personne pour se venger d'elle sur le net, ce que Lily a plus ou moins subi, elle-même étant obligée d'annoncer son changement de sexe au monde entier, parce que des mouches à merde de la presse à scandale l'ont menacé de cracher le morceau. Alors c'est un petit aparté, mais je comprendrai jamais ce besoin qu'ont les gens de tout savoir de la vie des autres. Sérieusement, à quel point votre vie est chiante pour que vous mettiez autant de passion à tout savoir de la vie des personnes que vous connaissez pas ou tout simplement de vos voisins? Ouais, mais là, c'est des journalistes, donc c'est pour le pognon qu'ils font ça. Ah non, mais pour eux, je comprends, y a pas de souci. Mais par contre, c'est pour ceux qui achètent leurs torchons de merde ou qui regardent leurs émissions pourries que je pige pas. Sérieusement, il y a des centaines de milliers de choses hyper intéressantes à faire dans la vie, et vous vous contentez de vivre par procuration en espionnant les autres. Terminons donc notre tour d'horizon des personnages principaux avec Will. Et... comment dire... Will Gorski, fils d'une légende de la police, Mike Gorski, joué par Joe Pantoliano, un ancien du casting de Matrix premier du nom, cherche sa place dans l'ombre de son père qu'il aime malgré tout profondément. Témoin du meurtre d'une petite fille qui n'était qu'un genre de prémisse à sa condition de sensitif, mais envoyé direct chez le psy où personne ne l'a vraiment écouté, il finit par être en constante quête de faire ses preuves aux yeux de ses pairs mais aussi du sien, ce qui le rend extrêmement efficace en tant que flic. Il s'opposera très vite en leader du cercle, mais aussi en plus gros point faible, puisqu'en fin de saison 1, il va devoir partager son esprit avec le pire de la planète, Whispers. Il finira carrément par tomber dans la drogue pour l'éloigner et éviter de livrer malgré lui des informations sur sa position et celle de Riley dont il est tombé fou amoureux. Et malheureusement, c'est à peu près tout. Je le trouve un peu lisse, en même temps c'est le personnage créé pour l'identification. Il est courageux, déterminé, intelligent, avec un grand sens de l'observation et de la déduction, un homme d'action qui préfère tempérer son cercle plutôt que de les laisser foncer dans le tas. Mais comparé aux autres justement, il est un peu pauvre, sans compter son délire sur la mort d'une enfant sensitive qu'il a vu quand il était môme mais qui est objectivement chiant et perte de temps sur 20. Uniquement là pour mettre en avant le côté monstrueux de Whispers et rendre sa menace crédible. C'est un petit peu dommage pour un personnage aussi central, ça il faut bien le reconnaître, mais d'un autre côté, tant qu'on est sur les mauvais,
on va parler de l'autre enfoiré. Milton Bailey Brown, aka Whispers, est l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos héros. Semblable au croque-mitaine, ce bon père de famille en apparence cache un monstre sans scrupules. Manipulateur hors compétition, adepte de la torture aussi bien physique que psychologique, il me fait beaucoup penser au Hannibal Lecter de la série, et je pense que c'est voulu quand on apprend que le surnom du monsieur dans la communauté des sensitifs est le cannibale, car il aurait lui-même transformé son cercle en légumes. Et vu le nombre de personnes qu'il a laissé dans un état végétatif, si tu veux mon avis, je suis persuadé que le mec il est vegan. Je vois pas d'autre explication. Il sera le principal antagoniste de la série, poussant nos héros dans une paranoïa assez violente, même s'il ne se salit jamais vraiment les mains personnellement, commettant ses crimes par le biais de ses victimes lobotomisées ou grâce au BPO. Les seuls bémols autour de lui, j'en ai déjà parlé, mais malgré ça, il reste un sérieux client remplissant parfaitement son rôle de connard sadique. Et chacune des petites victoires contre lui est terriblement satisfaisante, tant son aura maléfique plane sur eux depuis le premier épisode, ce qui donne en permanence cette sensation de suivre le combat de David contre Goliath. Poursuivons donc avec les personnages secondaires qui eux aussi sont très bien développés. Chacun d'entre eux sont très attachants, comme Bug, joué par Michael X. Sommer, le pote d'enfance de Naomi, un asocial excentrique au grand cœur qui me fait mourir de rire, ou encore Hernando, joué par Alfonso Herrera, un professeur d'art qui est accessoirement le petit ami de Lito. Le genre de prof qu'on rêverait tous d'avoir tellement il est génial de répartie. Les Wachowski vont d'ailleurs beaucoup se servir de lui, mais aussi de beaucoup d'autres personnages secondaires de la série pour dire ce qu'elles pensent de l'art. Plus spécifiquement dans l'art en général, dans la société contrôlée par l'argent ou la politique, la censure, jusqu'à même faire un petit crochet par la critique. J'ai trouvé particulièrement pertinente son analyse des études de Diego Rivera, dont le tableau, L'homme à la croisée des chemins, avait d'abord été détruit par le commanditaire, puis recréé au Mexique, où l'artiste pensait qu'il pouvait le faire exister, mais qui s'est malheureusement vu vidé de sa substance pour correspondre à la propagande de la Banque du Mexique et du gouvernement. C'est qu'elles en avaient déjà pris plein la gueule au début de leur carrière, quand les studios ont massacré leur premier scénario pour en faire une soupe pour fast-food. Ou encore la scène où Hernando, après que leurs photos ont fuité, explique à ses élèves que là où certains ne voient qu'une scène de sexe gay, c'est surtout parce que le plus souvent, le spectateur y voit ce qu'il veut voir. Un petit peu comme un critique cinéma qui passe son temps à vouloir voir le mal uniquement chez Disney, alors que malgré l'océan de merde et la tonne de décisions foireuses qu'ils ont pris, ils ont quand même sorti pas mal de bonnes pépites. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé sur la tête ou quoi? Non, pour le coup, j'essaie juste de faire preuve de bonne foi. Revenons à nos moutons. Pour lui, c'est surtout un moment passionnel et fusionnel où une multiplicité de sentiments se mélangent. Sérieusement, son monologue c'est du caviar, et sa conclusion me donne toujours des frissons. Et comme je l'évoquais au début de ce cours, l'art et l'amour rendu public. Je peux qu'imaginer à quel point Straczynski et les Wachowski aiment leurs personnages pour les avoir rendus aussi vulnérables et aussi profonds. C'est d'ailleurs la première chose qui m'a vraiment touché dans cette œuvre, c'est de me dire que les personnages sont aussi puérils, maladroits, remplis d'incertitudes, terrorisés, mais en même temps à la fois tellement compatissants, bienveillants les uns envers les autres, aimants, fougueux. Ils sont tellement crédibles en fait, ils sont tellement humains. Comprenez-moi bien, hein, c'est juste dingue de voir que certains d'entre eux ne sont que des archétypes, mais pour la première fois, je vois des archétypes crédibles. Mais cette critique peut aussi passer par d'autres personnages, comme celui de Kit Wangler, joué par Andy Dick, un véritable réalisateur-producteur, qui choisit Lito dans son film et lui explique qu'il s'est servi de son Oscar comme d'un sextoy. Comme pour dire, on s'en fout des récompenses et vous savez bien où vous pouvez vous les carrer. Bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Mais dans une interprétation moins vulgaire, celle de Krung qui s'épanchera sur la peinture de Rembrandt, La Ronde de Nuit, tableau censé glorifier une compagnie de miliciens bourgeois des mousquetaires d'Amsterdam. Je vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, mais grosso merdo, en 1642, quand Rembrandt termine le tableau, les commanditaires de la dite peinture l'ont totalement détesté, car leur tronche ne leur plaisait pas, soi-disant. C'est à vos parents qu'il faut vous plaindre pour ça, les mecs. Résultat des courses, ils ont carrément refusé de payer le bonhomme, ont dénigré son travail, et quand elle était déplacée d'une salle à l'autre du musée, ils ont jugé qu'elle prenait trop de place, et donc, ont découpé d'énormes morceaux en haut et en bas, mais aussi sur les côtés. Sauf qu'aujourd'hui, si le tableau est étudié en école d'art, et même considéré par tous comme un chef-d'œuvre du mouvement baroque, chacun d'entre nous pouvons royalement nous foutre de la gueule de ces baltringues qui avaient de la merde dans les yeux. Mais s'il y avait plus que ça dans le discours. Les Wachowski s'en sont pris littéralement plein la gueule tout au long de leur carrière, certains les qualifiant même de réalisateurs d'un seul succès. Mais ce sont de la part de personnes qui ont envie de voir uniquement ce qu'ils veulent voir. Résultat, rien à foutre que Matrix soit une trilogie, le premier doit forcément être meilleur. Sans comprendre que c'est un ensemble. C'est presque aussi con que si on arrive à me regarder en me disant que Star Wars c'est l'épisode 4 et rien d'autre. Rien à foutre que Speed Racer ait carrément posé les bases des effets spéciaux modernes, hein. C'est pas comme si Peter Jackson et les autres branleurs de chez Marvel allaient s'en servir pour calibrer l'industrie cinématographique. Non!
il faut toujours faire preuve de mauvaise foi. Surtout quand on n'a pas envie de réfléchir. Tout le discours de cette scène est là pour dire « Rien à foutre que vous nous jugiez maintenant. Nos films sont bons, même dans ce qu'on fait de plus mainstream, on reste créatif en vous racontant toujours la même histoire. Alors peut-être que vous pigez pas maintenant, mais un jour, vous comprendrez, et c'est peut-être ça le plus important. » Et il faut bien comprendre que ce discours n'est pas réservé qu'aux Wachowski. En 1972, quand Francis Ford Coppola sort Le Parrain, les critiques françaises n'ont pas été très tendres avec lui. Et pourtant, à l'heure actuelle, personne ne viendrait dire que ce film est une immonde merde. Mais il n'y a pas que l'art qu'elles ont décidé de critiquer, il y a aussi des sujets extrêmement épineux, comme la religion. Et dans ce genre de situation, eh ben ça passe ou ça casse. Le truc qui est hyper malin dans cette scène, c'est que là où n'importe quelle série aurait pris le parti pris de dire que les religions c'est de la merde, de vieilles institutions poussiéreuses ne créant que des intolérants et des frustrés du bas-ventre, elles ont avancé une idée beaucoup plus nuancée et intelligente. Quand je disais que Kala était le côté spirituel du groupe, c'est qu'à aucun moment elle ne remettra sa foi en question, malgré le fait qu'elle fait partie d'un stade supérieur de l'humanité ou encore la condition cartésienne qu'oblige son travail de scientifique. Elle continue d'aller au temple, à prier et à croire, remerciant même Ganesh d'avoir mis Wolfgang sur sa route. Il n'y a qu'au moment où les tensions religieuses, poussées par la politique du beau-père de Kala, que les choses dégénèrent. Et là, on voit plusieurs choses super intéressantes. La première, c'est que le groupe est plus stupide que l'individu. Dans la scène de l'émeute au temple, on voit des croyants au début tendus devenir agressifs car galvanisés par les discours au relent extrémistes parce qu'on leur interdit l'accès à leur lieu de culte à cause d'une loi. Nous n'obéissons pas à la loi, mais à sa loi. Une vérité. Notre vérité. La seconde, c'est que ces gens vont devenir violents par peur de voir leur foi remplacée par ce que désire le père de Rajan, l'américanisation et l'abandon des anciens cultes au profit de celui du bon vieux dieu argent. Si, l'argent est un dieu à part entière, et chaque banque est un lieu de culte. Sinon, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à se lever tous les matins pour essayer d'en avoir suffisamment pour continuer le mois d'après ? Chaque goutte de sueur est une prière adressée à ce dieu qui ne dialogue qu'avec ceux qui en ont plus. Donc, si on prend le message dans sa globalité, ce n'est pas de dire que les religions donnent forcément des extrémistes, mais que le message de bonté et de partage que véhiculent les religions sont trop souvent détournés à des fins politiques ou pour justifier la violence aveugle. Ce qui arrive avec Kala, personne profondément altruiste, médecin créant des médicaments pour les autres, s'insurgeant que la compagnie de son mari vende des produits défectueux au tiers-monde, montrant donc une image positive des croyants, priant les mêmes dieux que ces gens et qui n'a rien à voir avec les décisions de son beau-père. Finissant donc par être pris pour cible comme responsables par les autres croyants, car, poussés à bout par cette ségrégation et privés de leur liberté de culte, n'ont personne d'autre sur qui passer leur frustration, la rendant responsable de tous leurs problèmes, alors que les véritables responsables sont toujours ceux qui font les lois pour leur profit, et par extension se serviront donc de ces violences pour justifier leurs lois liberticides. En un mot commençant, putain soyez pas les cons utiles du système que vous critiquez. L'idée générale de la série, c'est tout simplement de dire que si on pouvait discuter 2 minutes, en mettant de côté nos différences culturelles et en partageant un petit peu de nos expériences, peut-être qu'on éviterait de se mettre joyeusement sur la gueule. Quand je vous disais que cette série ne parlait pas que de sexualité, ou d'acceptation des différences. Franchement, je crois que je pourrais parler pendant 3 heures de toutes les subtilités des messages de Sense8. Malheureusement, on n'a pas le temps, et surtout, un bon message n'est utile que s'il est bien présenté. Alors, si on parlait de réalisation. Alors là, c'est festival, c'est simple, y a rien à redire. On va commencer par les plans magnifiques sur les environnements que la série nous offre, et pour cause, quand je disais que la série était particulière dans son développement, c'est principalement parce qu'elle a été tournée dans les villes réellement présentées. Pour la petite histoire, il faut savoir que l'équipe technique ainsi que les acteurs ont fait, à peu de choses près, 160 000 km en avion, soit l'équivalent de 4 tours du monde. Mais tu m'étonnes que Netflix a fermé les robinets, ça a dû coûter un fric fou ce bordel. Pour la plupart des gens, c'est un détail plutôt anodin, mais en réalité, la majorité des films et des séries sont le plus souvent tournés en studio, plus pratique pour les fonds verts ou décors fabriqués en polystyrène carton, chambres d'hôtel, intérieur de maison, etc. Et les environnements en extérieur sont l'apanage des pays dont les frais de déplacement et autorisation de tournage sont les moins chers, comme le Canada et la ville de Vancouver pour les États-Unis où ça coûte presque rien. Là, les réalisatrices sont parties sur le total réalisme en tournant directement sur place où l'intrigue évolue, et ça donne des plans monstrueux sur des environnements magnifiques. Les décors en intérieur sont souvent très larges et très ouverts, et ça aide à faire comprendre à quel point le monde est grand et que nous sommes tout petits, comme un poisson rouge dans un océan. L'utilisation de caméras épaules et plus précisément de Steadicam permet d'avoir une meilleure mobilité de mouvement, ainsi que d'avoir des plans dynamiques, surtout sur les scènes de combat. Ce qui donne un côté très reportage avec cette caméra ultra mobile qui s'agate par moments. Rajoutez à ça que nous sommes directement dans les vies et les têtes des personnages, il se dégage donc des scènes un certain réalisme intimiste, franchement bienvenu, qui nous aide à apprécier les personnages et à être encore plus au cœur de l'action. Et c'est d'ailleurs drôle de parler de réalisme dans Sense8 parce que techniquement, il y a strictement rien de réaliste. Vous avez probablement déjà entendu parler des faux raccords, ces erreurs techniques qui englobent autant les petites conneries comme un accessoire qui change de main, ou un perchman dans le cadre. Mais on parle aussi de faux raccords quand une véritable faute technique arrive, comme un raccord dans l'axe mal branlé ou un personnage qui disparaît d'un plan pourrait apparaître dans le plan suivant. Bref, tout un tas de petits problèmes de réalisation qui fatalement font sortir le spectateur de
de l'immersion, et dont le boulot de certains membres de l'équipe est justement d'éviter ça. Les Wachowski se sont volontairement servis des faux raccords pour illustrer leur univers et les capacités de leurs personnages, comme quand un sensitif passe derrière un objet ou un décor qui couvre l'image pour être remplacé par un autre personnage de son cercle. En général, notre œil de spectateur attentif nous crie que ce n'est pas normal et que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais dans la diégèse de la série, le contrat que nous avons passé avec elle et qui nous permet de croire à son petit univers, cela nous semble possible puisque nous sommes directement dans la tête des héros et que pour eux, c'est normal. Ce n'est pas la première fois dans leur filmographie qu'elles se servent des faux raccords pour illustrer une idée, les plus criants étant dans la trilogie Matrix qui dégueule de faux raccords. Mais pour le coup, uniquement quand les gens parlent de la matrice, ou bien sont carrément directement dedans, comme pour briser l'illusion et vous dire « nous sommes dans une réalité fantasmée ». Et donc, par corollaire, la question que je finis par me poser c'est « est-ce que le cinéma n'est pas lui-même une réalité fantasmée ?» Oh là, je crois que tu m'as perdu et j'ai peur de pas être le seul. D'accord, alors parlons de quelque chose d'un peu plus classique. Bon, pas la peine de vous faire un cours sur comment taper une bonne scène d'action, les Wachowski étant passés maîtres dans l'art de sublimer la badasserie. Les plans ralentis sont omniprésents pour bien comprendre l'action, glorifier un personnage ou apporter quelque chose que j'aime beaucoup, l'idée que le temps se stoppe pour quelques minutes. Le plus souvent, ça arrive sur les scènes de fête où les 8 membres du cercle sont réunis et oublient quelques minutes leurs problèmes et profitent juste de la vie, le tout en sautant d'un lieu à un autre pour y inclure tout le monde, même si techniquement tout se passe dans leur tête. Un genre de bouton de décompression communicatif puisqu'ils partagent tous leurs sensations, ce qui fait qu'il se dégage de ces scènes un sacré feel good. La musique est dingue, il y a pas moins de 44 chansons, allant du classique comme Dépêche Mode, au plus récent comme Avicii, mais surtout, il y a du Sigur Rós. Et j'adore Sigur Rós. Et pour le reste, putain, qu'est-ce que c'est beau, la colorimétrie est magique et immersive, les combats, ceux de Sun en particulier sont dantesques, les décors sont magiques et filmés avec beaucoup de dynamisme, bref, c'est limite du porno pour cinéphiles. Et tant qu'on parle de porno, putain la vache, qu'est-ce que ça baise dans cette série? Je vais devoir jouer l'avocat du diable, et qu'on soit clair, loin de moi l'idée de jouer les vierges effarouchées, mais je déteste les scènes de sexe dans les films et les séries. Pas que ça me répugne, mais si une scène est dans une œuvre, elle doit avoir une utilité, illustrer la passion qui anime les personnages, caractériser un personnage en montrant sa détermination, si il ou elle doit coucher avec une personne par obligation ou pour réussir à obtenir quelque chose, montrer la détresse émotionnelle, il y a 100 milliards de manières de rendre une scène de sexe utile ou essentielle à la compréhension d'une œuvre. Mais les 3/4 du temps, il n'y a aucune justification à ces scènes, sauf histoire que le spectateur moyen s'endorme pas pendant le film. Alors perso, je me dis que si t'as envie de voir des gens faire des galipettes sans aucune raison, un conseil, tape-toi un porno, laisse la narration tranquille et me casse pas les couilles. D'ailleurs, Alm Amin aurait d'ailleurs quitté le projet quand il a vu qu'il allait devoir taper pas mal de scènes de ce genre, ce qui fait que les Wachowski ont dû le remplacer au pied levé, finalement pour le mieux. Et heureusement pour moi, les scènes de sexe sont filmées avec une esthétique très travaillée, associée à ce qu'elles ont toutes une véritable utilité. Montrer que les héros sont fusionnels jusque dans leur intimité, pour une scène comique entre les différences culturelles, montrer l'évolution d'un personnage, ou juste dire « Hey, c'est que du sexe, y a pas à rendre une chose aussi belle répugnante ». C'est d'ailleurs dommage que je ne puisse pas vous en montrer un bout histoire d'illustrer, mais YouTube est hyper tatillon en ce moment en ce qui concerne les histoires de fesses, alors voici du Jojo. Parce que sur cette plateforme, ça censure les paires de seins, mais tu peux quand même trouver des guerres en direct. Ah je sais, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Pour conclure, malgré le fait que Netflix a pas mal bousillé le bousin, Sense8 reste une série à voir. Extraordinaire dans son propos, la pertinence de ses personnages, l'interprétation de ses acteurs et sa réalisation, malgré une fin très en deçà de ce qu'elle pouvait vraiment donner. Peut-être qu'un jour, les sœurs Wachowski auront la chance de pouvoir rattraper le tir. Après tout, des séries qui ont des reboots et des remakes, hein, c'est pas comme si ça se faisait pas. Et si jamais ça devait arriver, je serai le premier au rendez-vous. Alors, si 8 personnes ont réussi à vaincre l'adversité en restant unies malgré leurs différences de milieu social, leurs origines ethniques, leurs croyances religieuses, leur sexualité et même leur sexe, qu'est-ce que ça donnerait avec 7 milliards? Cette vidéo est à présent terminée, je remercie encore une fois le duo comique de bien avoir voulu y participer. Je vous demande de faire preuve de bienveillance dans les commentaires, n'oublions pas que nous sommes là pour débattre et non pas pour régler nos comptes. Pour le reste, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. C'était Simon Belmont qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, l'art, c'est l'amour rendu public.